Voyage en musique. Paul Kuens. Et Geoffroy Scrive. Paul Kuens, je suis très honoré de vous rencontrer. Nous sommes ici à Locronan en ce mois de juillet 2023. Vous allez donner un concert tout à l'heure. Au programme, je vais quasiment dire naturellement, du Vivaldi, des œuvres, on va dire, de la période baroque. Il y a du basson, il y a du hautbois, il y a des flûtes, il y a du violon. Vous êtes né en 1930, vous continuez donc à diriger donc des orchestres. Votre ensemble, l'orchestre de chambre Paul Kuens, auquel existe également un chœur Paul Kuens. On peut préciser pour les auditeurs que vous avez été étudiant au Conservatoire de Paris entre 1947 et 1950. Et en 51, vous avez fondé donc cet orchestre de chambre, Paul Kuens, à l'âge de 21 ans. Orchestre que vous allez conduire à travers Paris, à travers la France, à travers l'Europe et même lors de plusieurs tournées aux États-Unis. En 56, vous vous mariez donc avec Monique, qui tiendra le rôle du violon, premier violon dans votre ensemble toutes ces années. Et vous continuez donc à diriger encore et encore. On peut même préciser que vous avez été jusqu'à faire, je crois, 200 concerts par an. C'est énorme. Oui, il m'est arrivé effectivement d'aller jusqu'à 200 concerts. Mais ça n'a pas duré longtemps à ce rythme. Hein. Ce rythme parce que voyager à ce point et changer d'hôtel tous les jours, de restaurant, tout ça, c'est pas facile. Mais j'avais une excellente secrétaire à l'époque qui m'organisait les tournées. Et j'ai commencé au début de ma carrière, évidemment, dès que j'ai fondé mon orchestre à cordes, je voyageais, j'ai commencé d'abord en Alsace, dans mon pays, puis à Paris, Salgavo, j'ai eu le bonheur d'être contacté par le président des Jeunesses musicales, René Nicoli, qui m'a donné l'occasion de parcourir la France en long et en large chaque année au moins 3 semaines de concerts, ce qui m'a permis d'apprendre mon métier et et puis et d'entamer une carrière comme ça, puis impresario en France, puis à l'étranger, en Europe, puis aux États-Unis, et ainsi de suite, jusqu'au moment où je me suis un peu lassé des voyages avec ma femme, la fille, mais ma vie de famille était évidemment difficile, avec 2 enfants qui nous reprochaient d'être partis tout le temps. Et ma foi, à Brest, on m'a offert de diriger le conservatoire. Le conservatoire, je suis resté 19 ans. Ça, c'était en 76. Oui, c'est ça, de 76, pendant 19 ans. Et non, mais à vrai dire, d'abord un orchestre à cordes, uniquement les cordes, pour commencer, avec le répertoire Vivaldi, Bach, Mozart. Et puis, les cordes, ça ne suffit pas toujours. Il s'est ajouté un clavecin, un orgue, puis la flûte, le hautbois, le basson, le cor, la trompette, la harpe, le piano évidemment aussi, et l'orgue. Vous avez eu Michel Chapuis en orgue? Ah bah écoutez, je suis un très grand ami des organistes de toujours. André Isoard. André Isoard qui nous a quittés il y a pas longtemps. Oui. André Isoard que je considère l'égal de Jean-Sébastien Bach, tellement il était doux et extraordinaire, aussi bien pour la facture instrumentale de l'orgue que pour l'improvisation, que pour les partitions de Bach qu'il jouait admirablement, dont l'art de la fugue évidemment. Mais j'étais un très grand ami de la famille Alain, oui. Marie-Claire Alain et son frère Olivier. Bien sûr. Quand Marie-Claire Alain ne pouvait pas venir en tournée avec nous, c'est Olivier qui la remplaçait. Oui. Et je vous avouerai que
Olivier a fait une magnifique tournée avec nous aux États-Unis avec un orgue Schwenkedel qu'on a fait construire spécialement, un orgue à tuyau positif et évidemment, vous vous rendez compte qu'il était dans une remorque d'une grosse voiture et oui, et c'était merveilleux. Nous avons le répertoire essentiel était les concertos pour orgue de Handel, puisque Handel en a écrit 16, mais il y avait les sonates d'église de Mozart, et puis du Jean-Chrétien Bach, enfin d'autres compositeurs. Voilà. Et puis on va revenir au clavecin. Vous avez joué avec Huguette Dreyfus. Huguette Dreyfus est né dans la même ville que moi, à Mulhouse. Et donc, nous parlons alsacien. Et puis, nous avons fait connaissance très vite. Et elle a beaucoup joué. C'était au début la claveciniste attitrée pour les accompagnements, les continuos, mais aussi les concertos 5e brandebourgeois, les concertos de Bach, et voilà. Alors, puisque nous parlons de solistes, on va en citer quelques-uns avec qui vous avez joué. Bien sûr, il faut citer Rostropovitch, on peut citer pour le violoncelle, on peut citer également Jean-Marie Gamard, toujours au violoncelle, au violon Arthur Grumiaux, Henrik Schering, vous avez joué avec Henrik Schering. Oui. C'est quand même pas rien, Arthur Grumiaux non plus. Oui, Schering est même venu à Brest, à l'époque où je dirigeais le conservatoire. Je dirigeais des concerts. Moi, je savais que Léonide Kogan était venu à Brest, mais peut-être pas avec vous. Mais... Non, pas avec moi, non. Mais Schering Oui, Schering, oui. Mais attendez, je voudrais reparler un peu des organistes, si vous permettez. Bien sûr, allons-y. Bon, on a cité Marie-Claire Alain, André Isoire, Michel Chapuis, qui était aussi un formidable organiste. Mais à vrai dire, quand je faisais mes concerts jeunesse musicale, parfois dans des collèges, je rencontrais des personnes. J'ai rencontré un père, le père Lucien Aumont. Et puis, j'avais envie d'interpréter l'art de la fugue de Bach. Je me suis dit, non, c'est pas la salle Gaveau au théâtre des Champs-Élysées, mais non, il faut une acoustique d'église. Il faut une église. Et un jour, je vais visiter Saint-Séverin à Paris, l'église Saint-Séverin, dans le quartier latin. Bien sûr. Et puis je rencontre dans l'église le père Lucien Aumont. Le père Lucien Aumont que on se connaissait, et il habitait dans l'église. Au-dessus du presbytère, il avait son appartement avec une lucarne qui donnait juste dans le chœur. Je lui exprime ma volonté de l'art de la fugue. Ah, il dit, mais oui, mais il faut venir ici. Et je dirais même que c'est un peu le début des concerts dans les églises. Nous avons fait des grandes séries à Saint-Séverin. Le père Aumont était partant. Et le père Aumont, justement, était l'ami des grands organistes. Ami de Michel Chapuis, mais Francis Chaplet aussi. Ah oui. Francis Chaplet. Cochereau, c'est pas pareil. Pierre Cochereau, il est à Notre-Dame, hein. Mais je l'ai connu aussi, et Pierre Cochereau a été extrêmement gentil avec moi. Il m'a offert de répéter avec mon orchestre de chambre chez lui dans son appartement. Il avait une maison splendide avec un orgue évidemment et un grand studio, et nous avons répété des années donc chez Pierre Cochereau, et son fils était assis sous le piano à queue et me regardait et s'inspirait de notre travail, et est devenu après aussi chef d'orchestre, voilà, reconnu. Alors j'aimerais aussi parler des autres chefs d'orchestre que vous avez connus, parce que il faut dire que en vous lançant ainsi à jouer dans les années 50, 60, 70, etc. jusqu'à là, en fait vous faites partie, il me semble, des précurseurs qui remettent sur le devant de la scène ce qu'on appelle le baroque. Il faut le dire, ça aussi. Oui, eh bien, écoutez, un de mes modèles, c'était Karl Munchinger, avec son orchestre de chambre de Stuttgart, qui venait salle Gaveau pour la première fois à ce moment-là. On donnait les concertos brandebourgeois de Bach dans leur formation authentique pour la première fois. Oui. À l'époque où
ou d'autres remplaçaient la petite trompette du deuxième brandebourgeois par un saxophone, par exemple. Ça existait. Non, mais Munchinger, authentique et dans une formation parfaite et magnifiquement dirigée, évidemment. Et qu'est-ce que vous lui devez aujourd'hui à ce chef ? Une formation, un apprentissage, une recherche de l'excellence, de l'authenticité, une transmission ? Il vous a inspiré ? Oui, c'est-à-dire il m'a montré la qualité d'accord sonore et justesse et surtout la formation authentique. Vous savez, Furtwängler, que j'admirais beaucoup, hein. Vous savez, quand j'étais étudiant au conservatoire de Paris, nous avions une loge réservée à l'Opéra de Paris. D'accord. Et il arrivait que la Philharmonie de Berlin venait à Paris à ce moment-là et jouait à l'opéra dirigé par Furtwängler. Et j'avais une admiration sans borne pour lui. Ouais. Mais dans une symphonie de Brahms ou de Beethoven ou autre, mais pas dans la Passion selon saint Matthieu, ni le 3e concerto brandebourgeois avec 60 cordes. Non. C'était pas possible. Vous voyez, c'était. Mais et puis j'avais eu un autre modèle qui aujourd'hui est complètement oublié, Atolfo Argenta. C'était un chef d'orchestre qui est mort assez jeune, malheureusement, qui était formidable, et je me souviens toujours au Théâtre des Champs-Élysées, avec l'orchestre du conservatoire, la Société des concerts du conservatoire, il m'a révélé Vivaldi. Ah oui. Vivaldi, il a joué, c'est la première fois que j'ai entendu un concerto de l'Estro Armonico que Bach a transcrit pour orgue. Donc là, on est pareil, entre 47 et 50. Voilà, oui. Et pour moi, Vivaldi, c'était à ce moment-là la révélation, et les partitions étaient introuvables, hein. Il fallait aller à la bibliothèque du conservatoire de Paris, évidemment, pour recopier la musique à la main, vous vous rendez compte? Oui. Et donc, puis vous passez du temps à travailler sur les manuscrits, sur les partitions, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette musique, comment faut-il la jouer? Oui, absolument. Et puis, il fallait, à mon avis, il faut étudier les ouvrages de l'époque. Vous savez, aujourd'hui, on apprend la musique dans les conservatoires à la méthode, la théorie d'Hanoser. D'Hanoser qui est toujours valable et mais c'est le solfège du XXe siècle, n'a rien à faire avec le solfège du temps de Bach. Mais du temps de Bach, il y a des écrits, et à ce moment-là, ce ne sont pas des recueils, des livres de théorie de solfège, mais des livres des méthodes d'instruments. Et pour moi, la Bible est le livre le plus important pour interpréter la musique de Bach. Il date de 1750. C'est Joachim Quantz qui a écrit une méthode de flûte. D'accord. Méthode de flûte de 200 pages au moins. Et alors, après la théorie, après la méthode de jouer de la flûte, il y a la théorie, il y a le solfège, le comment il va les jouer, etc. Parce qu'il faut bien dire aussi que l'écriture musicale ne s'est développée qu'a mis des siècles à parvenir à la perfection qui permettait à Stravinsky d'écrire le Sacre du printemps, évidemment. Et du temps de Bach, il y a des choses qu'on ne connaissait pas encore. Hein. Par exemple, le double pointage d'une note, où à la fin, on disait, par exemple, la théorie disait, la dernière note à la fin de la mesure, il faut la faire très brève. Alors que c'était une double croche ou une croche ou une noire, il fallait la faire brève, vous voyez. Et puis, il y a le problème des notes inégales. On écrivait des croches tout simplement tan, 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 tan. Hein. Par exemple, je vais vous citer un exemple que nous interprétons pendant cette tournée. C'est le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier,
qui a un thème, l'indicatif de l'Eurovision Oui. est le prélude du Te Deum. Ben, il est écrit pam pam pa pa pam pim pam pam ta 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 ta. Et à l'époque de mes débuts, la chorale des jeunesses musicales de France de Paris a pour la première fois enregistré le Te Deum de Charpentier comme ça, le prélude. Et ce prélude a servi d'Eurovision. Mais après, en ayant étudié les livres dont je vous parle, et tout de suite une petite parenthèse aussi, le père de Mozart a écrit une méthode de violon. Et cette méthode de violon, à nouveau, elle se termine par la théorie musicale de l'époque. Ah, Vous excellent. voyez ? Et on parle des notes inégales et tout ça, et des appoggiatures. L'appoggiature est un problème très important, parce qu'aujourd'hui, l'appoggiature se joue de la valeur de l'appoggiature. Mais du temps de Bach et même de Mozart, donc jusqu'à Mozart, Mozart inclus, disons, l'appoggiature se jouait en fonction de la note réelle. Oui. C'est-à-dire, quand la note réelle est binaire, quand c'est une noire ou une blanche, l'appoggiature en prend la moitié. Mhm. Et quand la note est ternaire, l'appoggiature prend 2/3. Et à l'époque, le musicologue Marc Pincherle, grand spécialiste de Vivaldi et de cette musique, venait à un de mes concerts et il dit « Mais dites, non, il faut interpréter selon les voix de l'époque. Et si je vous chante un menuet de la suite en si pour flûte et cordes de Bach, hein, idiot. Mais sinon, moi j'ai une question, Paul Quenz. Oui. J'ai en mémoire, en fonction de ce que vous me dites, une photo où on voit Arthur Grumio, Yehudi Menuhin et David Oistrakh en train de regarder une partition, de comparer les annotations, ce qu'a pu marquer le compositeur, les coups d'archet marqués par l'éditeur, etc. Alors vous, puisque vous faites partie, est-ce que vous savez que vous faites partie du on va dire, du trio, du quatuor de chefs avec Blomstedt, Zubin Mehta et Seiji Ozawa, qui sont nés avant 40 et qui continuent à se diriger. Est-ce que vous vous comparez, d'une façon plus générale, est-ce qu'entre chefs, vous vous êtes comparés les uns les autres dans vos interprétations des mêmes œuvres pour savoir qu'est-ce que vous, personnellement, vous préfériez et quel était le plus grand respect que vous pouviez accorder aux compositeurs? C'est une vaste question, Oui. évidemment. Parce qu'il y a aussi des chefs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des ensembles qui font plus ou moins ce qu'on aime. Ça doit aiguiller, ça, dans les choix que vous faites, vous, en tant que chef, pour votre ensemble. Vous savez, moi, j'ai décidé d'être complètement indépendant, de faire ma propre voix avec mon propre orchestre, et de ne pas... de connaître toutes les interprétations qui se faisaient avant et après, etc. Oui, bien sûr. Par exemple, si je prends la Saint-Matthieu de Bach, j'écoute ce que Mengelberg faisait à Amsterdam bien avant moi. Mais j'écoute aussi les baroqueux, ce qu'ils font aujourd'hui. Oui. Et certains baroqueux qui ne font que s'imiter, mais qui n'étudient pas à fond la théorie musicale, comme je vous dis, de l'époque des compositeurs. Et donc, ma voix, elle est indépendante, mais je cherche à écouter tous mes voisins, tous mes maîtres, et je suis élève d'Eugène Bigot, hein, on l'a pas dit. Oui. Eugène Bigot, qui était un grand chef, surtout à la radio française, et qui était pour l'authenticité écrite, le solfège exact et tout ça, et qui m'a appris une certaine rigueur. Mais encore une fois, le texte c'est une chose, mais l'inspiration et le texte a une grande importance.
surtout dans les œuvres vocales, évidemment, que je dirige beaucoup depuis longtemps maintenant, depuis longtemps. Parce que ce qu'on a dit, c'est que quand je suis arrivé à Brest, j'avais fondé en 72 déjà une chorale à Paris. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais aborder la musique sacrée beaucoup plus. Bon, la musique sacrée, mon orchestre était sollicité souvent par des chefs de chœur comme Elisabeth Brasseur au Conservatoire de Paris, je fournissais l'orchestre, elle dirigeait avec ce chœur. Et puis moi-même, je engageais une chorale à Paris pour monter une œuvre, mettons par exemple le Magnificat de Bach. Et puis l'année suivante, quand je voulais reprendre l'œuvre, elle n'était plus au répertoire de la chorale. Donc j'ai préféré fonder moi-même une chorale et fonder une chorale de répertoire. Mais une chorale d'amateurs, c'est-à-dire donner à chacun la possibilité de chanter cette musique, donc chorale d'amateurs, oui, mais quand même exigeante, et de répertoire qui d'année en année augmente. Voilà. Et je préfère le son d'une chorale d'amateurs de qualité à une chorale professionnelle. Pourquoi? Une chorale professionnelle, ce sont des chanteurs professionnels qui s'ajoutent les uns aux autres avec un vibrato plus ou moins différent, et j'aime pas le son à ce moment-là. Ça manque d'unité. Oui. Le requiem de Fauré, chanté par le chœur de l'Opéra de Rome, par exemple, même dirigé par un grand chef, ce n'est pas possible, parce que le son est tout à fait dénaturé, et c'est pas ce qu'il faut pour cette musique. Voilà. Et on le sent à travers votre propos, vous n'hésitez pas du coup à prendre des amateurs, à prendre parfois même des instrumentistes amateurs. J'ai eu la chance personnellement d'en faire partie, poussé par mon professeur Jean-Philippe Brun, qui avait joué sous votre direction à Paris. Et il m'a dit, Paul Quens, la marque de fabrique, c'est sérieux, ça va vite, et en tant que chef d'orchestre, tel qu'un chef d'orchestre devrait le faire, il connaît sa partition par cœur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette marque de fabrique, donc c'est-à-dire de l'énergie, une transmission, le fait de n'avoir jamais hésité à pousser sur le devant de la scène vos musiciens et vos chanteurs? Oui, absolument, c'est ça. Mais aussi une extrême sensibilité et une inspiration certaine qui se permet certaines libertés tout de même, oui, à la rigueur, mais une certaine liberté, oui. Et vous savez, l'harmonie, on dit par exemple dans les œuvres de Bach ou de Mozart, il n'y a pas de nuance. Il y a piano et forte et puis c'est tout. Mais quand on regarde la théorie, il y a chez Quans, il y a toutes les nuances possibles, du pianissimo, piano mezzo forte, crescendo, diminuendo, tout est indiqué, et les nuances sont basées sur l'harmonie. Et évidemment, il faut avoir profondément travaillé l'harmonie, le contrepoint, la fugue, évidemment. Pour faire le lien avec ce que vous dites, si je vous cite des instrumentistes comme Philippe Langlois au violon, c'est le signe d'une certaine liberté? Philippe Langlois, oui, le violoniste. Le violoniste. Oui, bien sûr. Une certaine liberté aussi. Oui, bien sûr. Dans bien le sûr. jeu, dans la manière, peut-être même dans le côté un peu humoriste. Oui. Philippe Langlois, c'est un violoniste qui a une magnifique sonorité, qui jouait avec une belle une patte de son et une musicalité extraordinaire, mais enfin, il ne joue plus. Mais forcément, avec toutes ces années, vous avez vu pas mal de monde passer quand même. Oui. Mais vous savez, moi j'ai 93 ans depuis le 4 mai. Ma femme l'aura demain. Ah oui. Demain, le même âge. Elle ne joue plus parce que, vous savez, le violoniste qui, depuis l'âge de 5 ans, a travaillé le violon, eh bien, le bras et l'épaule sont vraiment, la colonne vertébrale, tout ça, ont tellement souffert que ce n'est plus possible. On peut plus jouer. Alors, elle me dorlote, elle me soigne, elle s'occupe de moi. Est-ce que c'est elle qui vous permet à vous de continuer, justement? En partie, oui, absolument. Et l'autre partie, c'est quoi? C'est la musique qui vous tient? À l'autre partie, non, oui. Non, écoutez, à l'heure actuelle, il faut défendre notre musique. Elle est en perdition. Il faut défendre notre culture
notre musique classique, Mmh. notre musique sacrée. Quand je vois aujourd'hui le Stade de France, Oui, 2 fois plein, oui. à des prix défiant toute concurrence, à 130 € la soirée, et que nous, on se bat souvent pour avoir 200-300 personnes dans la salle de concert ou dans l'église, je me dis, ça ne va pas, il faut défendre notre culture et notre musique. C'est votre cheval de bataille. Et je n'admets pas qu'on dise seulement, on dit Le Figaro, tenez, Le Figaro qui est un journal Oui. sérieux et plutôt de Reconnu. 16e à Paris, tout ça. Musique, ça n'existe pas. Classique, c'est notre musique classique, uniquement classique. Et l'autre musique, la musique, c'est autre chose, mais ça je ne supporte pas. Et vous voyez, dans ma jeunesse, Le Figaro avait 1, 2, 3 critiques. Il y avait Pierre Petit, il y avait Bernard Gavotti, il y avait des critiques qui allaient au concert, qui rendaient compte des concerts. Il y avait une colonne de publicité des concerts dans Le Figaro, 1 fois par semaine, on payait évidemment, mais enfin, il y avait tout ça, ça n'existe plus. Oui. À Paris, les colonnes Maurice, Oui. qui avaient toute une dans mes programmes de concerts actuels, on voit une photo de Douaneau, célèbre photographe, Robert Doisneau, où je suis à l'affiche en grand, en même temps que Malkuzinski, que Menuhin, que Schering, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout ça, ça a disparu et c'est insupportable. Vraiment. Y a-t-il une part de risque dans le métier de chef d'orchestre? Est-ce que parfois vous prenez des risques de proposer telle ou telle œuvre pour vos concerts? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et du fait de ce que vous venez d'exprimer par rapport à la musique dite classique, est-ce que continuer à en jouer et en proposer, c'est toujours prendre un risque de plus en plus grand par rapport à notre société? C'est toujours... Est-ce que vous pensez que jouer encore du Vivaldi aujourd'hui, c'est prendre un risque par rapport à une attente du public ou Oui. ou financièrement de ne pas arriver à boucler son... c'est prendre un risque, oui. Parce qu'il faut aussi piller ses musiciens, évidemment. Oui, je me bats depuis pas mal de temps pour maintenir, et je me dis jusqu'à mon dernier souffle, je défends notre musique aussi longtemps que Dieu le permet, de ma santé. Oui. Et je dis, toutes les capacités de mon corps diminuent. Vraiment, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit... Enfin, toutes les capacités. Alors que quand je monte au pupitre, j'ai toute ma force et toute ma conviction. La vigueur. Et je crois que je peux encore continuer longtemps. Quel est le Graal, Paul Quenz, pour vous? Ce serait de faire comme Molière sur scène, de partir en étant sur scène? Je ne sais pas, mais enfin, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire en vivant sa passion jusqu'au bout. Oui, absolument. Je veux défendre notre culture et notre musique jusqu'au bout. Et à l'heure actuelle, vous savez, je suis inquiet parce que, pour parler très franchement, notre culture, elle est judéo-chrétienne et occidentale, ne peut pas disparaître. Il faut qu'elle dure. Perdure. Et j'espère que les jeunes aujourd'hui se rendent compte de cela. Pour qu'on puisse en apprécier les fruits. Merci beaucoup, Paul Quenz. Absolument. Merci. Merci à vous.